Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Djibouti parmi les pays ayant amélioré les politiques de ses institutions. Et en Chine, la Chine qui entend attirer davantage des multinationales lors du sommet de Qingdao. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, cet indice de notation de l'évaluation des politiques et des institutions de notre pays qui a fait l'objet d'un atelier aujourd'hui en fin de matinée au Palais du Peuple. Il s'agissait au cours de cet atelier organisé conjointement par le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie en collaboration avec la Banque mondiale, vulgariser les données collectées mais aussi les indices d'évaluation. L'évaluation de cette année a fait ressortir des progrès considérables que notre pays a enregistrés, passant la note globale de Djibouti de 3,0 l'année dernière à 3,1, alors que la moyenne des pays est de 3,2. Ces progrès sont enregistrés au niveau des politiques structurelles qui passent de 3,2 à 3,3, de politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité qui passent de 3,0 à 3,1 et enfin la gestion et institution du secteur public qui passe de 2,7 à 3,1 et pour lequel nous sommes au-dessus de la moyenne des pays de l'IDA. Cet indice, plus connu sous son acronyme anglais Country Policy and Institutional Assessment, le CPIA, est un outil d'analyse de la Banque mondiale qui mesure les progrès dans le renforcement de la qualité des politiques et institutions publiques d'un pays. Le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Boubacar Sidbari, a dans une brève allocution évoqué l'importance de cet outil, le CPIA, et les avantages que ces données offrent au pays dans la conjoncture mondiale actuelle. Écoutons. Plus le CPIA est élevé, plus le pays aura accès à des ressources concessionnelles. Donc c'est toute l'importance de faire en sorte que vraiment qu'on mette beaucoup d'énergie dans cet exercice pour que la note qui en ressort vraiment reflète les efforts que Djibouti est en train de faire, comme l'a dit M. le ministre. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts en matière de réforme qui sont en cours, notamment dans le cadre du Doing Business, mais aussi dans d'autres domaines qu'il serait important de refléter dans la note. Et comme vous le voyez sur la présentation qui est là, c'est la formule qui est utilisée pour le calcul de la performance, de l'indice de performance du pays. Et comme vous le voyez, les deux premières composantes relèvent du CPIA, c'est-à-dire que la première qui est 0,24, c'est-à-dire 24%, et les trois premiers clusters du CPIA. Et la deuxième composante qui couvre 68%, c'est le dernier cluster qui est qu'on appelle communément le cluster gouvernance. D'où toute l'importance de s'assurer qu'on a du progrès sur cet indicateur. Parce que c'est en fait l'indicateur, le cluster gouvernance qui vraiment tire le CPIA en haut ou vers le bas, dépendant de la performance. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a précisé dans son discours qu'il fallait changer de maître mot aujourd'hui, travailler en synergie et de partager les données, mais aussi d'améliorer nos indices pour aller une même direction seront nos principaux objectifs. Tels sont donc les mots du ministre de l'économie que je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est pour parler du CPIA, Country Process Institutions Assessment. C'est l'évaluation des performances des institutions de la République, des institutions pour apprécier à travers la performance de nos institutions à travers 16 indicateurs regroupés eux-mêmes autour de 4 groupes. Les détails sera présenté.
Mais je voulais ici attirer l'attention de l'intérêt de cet exercice. Vous n'êtes pas sans savoir que pour réussir et arriver aux résultats attendus, aux résultats et aux objectifs fixés par le chef de l'État, président de la République, chaque acteur institutionnel, à commencer au niveau ministériel, a des objectifs précis. Et pour réaliser ces objectifs, il y a un process sur lequel il est indispensable pour y passer. Parmi ceux-là, nous avons vu qu'il y a eu des réalisations très favorables pour Djibouti, notamment sur Doing Business, mais également sur le développement du capital humain. Sur le plan, par exemple, de la justice, il y a eu également beaucoup d'efforts faits ces dernières années, notamment dans le cadre de Doing Business, plusieurs réformes majeures ont été entreprises. Nous pensons que les efforts faits ont déjà payé et nous ont permis de gagner quelques points, notamment sur les indicateurs de CPIA. Voilà donc pour ce chapitre économie. Également dans l'actualité, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a reçu hier la nouvelle représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson. L'entretien a porté notamment sur la question des droits des enfants et le suivi des politiques et stratégies mises en place par le gouvernement djiboutien pour défendre et garantir les droits de tous les enfants sans distinction et à répondre de ses engagements devant les Nations Unies. Le ministre a rappelé à cette occasion que notre pays a transmis le rapport sur les droits de l'enfant au comité en charge de son examen et demeure en attente de l'invitation à la session du comité pour le présenter. Le ministre de la Justice a également tenu dans les locaux du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme une réunion de travail en compagnie du secrétaire général, du procureur général de la République et du président de la Cour suprême avec les représentants des banques de la place. Ont également assisté à la réunion le chef de cabinet du ministre du Budget et le directeur des Finances dans une phase où les réformes ayant vocation à accentuer la sécurité juridique des investissements se multiplient. Le secteur financier dont la contribution à la croissance économique n'est plus à démontrer devait être donc nécessaire associé aux discussions sur les voies et moyens de concrétiser l'adhésion rapide aux variations que de réformes engendrent. La dite réunion fut donc surtout l'occasion d'une profonde remise en cause des pratiques professionnelles. En bref, et en image avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, à la tête d'une importante délégation dont l'ambassadeur de Djibouti en France et représentant personnel du chef de l'État auprès de l'OIF, Aed Moussaed Yahya, et du directeur des organisations internationales et correspondant national de la francophonie, M. Guélé Idriss Omar, entre autres, a participé activement aux travaux de cette troisième conférence ministérielle de la francophonie qui se tient à Monaco du 29 à aujourd'hui. Cette première réunion ministérielle sous la direction de Mme Louise Mushikiabou, élue l'année dernière, était l'occasion de réaffirmer notre engagement à la francophonie et voir les voies et moyens de rendre plus visible la francophonie à travers la mise en œuvre des programmes de coopération. Retour à Djibouti où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu hier, donc mercredi, la visite de l'ambassadeur Francesco Catiendo, représentant spécial de l'Union africaine auprès de la Somalie et chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, accompagné de son conseiller spécial, le général de division Ousmane Nour Soubaglé. La rencontre s'est déroulée en présence du général de brigade Mohamed Ali Taher, chef d'état-major de la Défense par intérim, ainsi que le chef du cabinet du ministère de la Défense, le commandant Elias Abdillahi Guélé. Le ministre et le diplomate ont évoqué ensemble l'état de la situation sécuritaire en Somalie durant donc la rencontre.
Et voilà qui nous ramène de parler de cet commandement du camp bataillon d'intervention rapide, le BIR, qui a donc organisé ce matin à Luné, donc très tôt, une cérémonie de passation de commandement entre le capitaine Omar Ali Hassan, commandant descendant, et le commandant Mahmoud Assoué, commandant montant du brigade d'intervention rapide, le BIR. Cette cérémonie riche en couleurs a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et a vu également la participation à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du CMGA, et de nombreux hauts responsables des forces armées djiboutiennes, ainsi que le préfet d'Arta, le sous-préfet de Dameldjoug, le maire de Djibouti-Ville, le directeur général de la police, le commandant de la garde-côte et le commandant de la garde républicaine. À son arrivée, le chef d'état-major a été accueilli par le commandant descendant du BIR, le préfet d'Arta et le sous-préfet ainsi que de responsables des forces armées djiboutiennes. Avant de se diriger à la tribune officielle, il a passé en revue les troupes dressées en son honneur. Puis le chef d'état-major a procédé à la signature des documents officiels entre le capitaine Omar Ali Hassan, commandant descendant, et le commandant Mahmoud Assoué, commandant montant du brigade d'intervention rapide, le BIR. Le chef d'état-major général des armées a dans son allocution félicité le capitaine Omar Ali Hassan, commandant descendant, pour le travail accompli depuis sa prise de fonction à la tête du BIR. Voici ses propos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa salamu ala Rasulullah. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au camp Al-Unay pour la cérémonie de passation de commandement des bataillons d'intervention rapide. Le pire, en effet, ce changement de commandement intervient en raison du départ en stage du capitaine Omar Ali Hassan, commandant du pire descendant, que je tiens à féliciter vivement pour le travail accompli depuis sa prise de fonction à la tête de ces bataillons, malgré toutes les difficultés. Ces bataillons d'intervention rapide constituent, pour la première fois, la première force spéciale de FAD que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a accepté de prendre totalement en charge infrastructure, équipement et formation, la création des BIR, initiative de notre président de la République, s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance de nos forces armées. Beaucoup d'activités ont été réalisées. C'est pourquoi je tiens à remercier
l'équipe d'instructeurs américains qui ne ménagent aucun effort pour transmettre leur savoir-faire aux soldats des bataillons d'intervention rapide. Ce qui témoigne, une fois de plus, des excellentes relations de coopération existantes entre nos deux pays et particulièrement entre nos deux forces armées. Le commandant Mohamed Mahmoud Assoui, commandant montant de PIR, c'est-à-dire des bataillons d'intervention rapide, doit prendre en main ces sommes et poursuivre avec sérieux la constitution réelle à son bataillon capable d'être déployé à tout moment, terre, mer, air. Je compte sur vous, mon commandant, pour être à la hauteur de vos lourdes responsabilités afin de préserver l'image de l'armée djiboutienne. En m'adressant à l'ensemble des officiers, sous-officiers, militaires du rang des bataillons d'intervention rapide, je vous exhorte de faire preuve d'exemplarité, de cohésion et d'une discipline sans faille. C'est un mot à 4 noms. Inquiétino, Mednimo, Al-Wahda, Unité. Et concernant donc le sujet du commandement, du passation du commandement au camp Ali Unei, le capitaine Omar Ali Hassan a passé donc le commandement des brigades d'intervention rapide au commandant Mohamed Mahmoud Assoui de prendre en main le commandement du bataillon d'intervention rapide. Mon commandement, repos, debout. Présentez. Ouvrez les bancs. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du bataillon d'intervention rapide, faut reconnaître votre chef, le commandant Mohamed Mahmoud Assoui, ici présent, et pour lui obéir en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti. Rebossez, fermez les bancs. Bon courage. Et bien donc à l'issue de la cérémonie de passation de commandement entre le capitaine Omar Ali Hassan, commandant descendant, et le commandant Mohamed Mahmoud Assoui, commandant montant du brigade d'intervention rapide, les officiels ont été conviés à un déjeuner dans une atmosphère conviviale où des danses traditionnelles afar somali arabes ont été exécutées. Regardez. Autre actualité de ce 15h, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu donc ce mardi au centre d'instruction Cheikh Moussa une importante délégation
de hauts responsables des Nations Unies. Conduite par M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, cette délégation était composée de M. Anga Parfen, envoyé spécial du secrétaire général pour la Corne de l'Afrique et de leur chargé des affaires politiques, avait également pris part à cette visite M. Arnaud Guidois, ambassadeur de France à Djibouti, et Mme Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Reçu à la salle d'honneur du nouveau centre de conférence, M. Lacroix a d'emblée tenu à exprimer sa gratitude envers le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie, pour l'accueil particulièrement chaleureux qui lui a été réservé et s'est dit enthousiaste pour visiter les écoles de la gendarmerie nationale. Le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a pour sa part remercié le secrétaire général adjoint aux opérations de la paix pour avoir accordé du temps et manifesté de l'intérêt à la gendarmerie nationale et s'est dit très honoré pour cette visite. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire EU3PJ, où elle a suivi avec intérêt des exposés sur cette école. Sur l'expérience de la gendarmerie de Djibouti, des opérations de maintien de paix et ses capacités de projection. Après ces brefs exposés, la délégation a bénéficié d'une visite des infrastructures de l'EI3PJ, suivie de la remise de présents par le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale à la délégation. Le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale et plusieurs officiers supérieurs ont posé donc pour la photo traditionnelle avec cette délégation. La visite s'est clôturée par un déjeuner offert à la délégation par le colonel Zakaria Hassan Adan. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix a félicité le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour les belles infrastructures mises en place au service de l'apprentissage. Il a dit avoir été également agréablement surpris par le modèle d'unité FPU et les moyens qui lui ont été exposés, et surtout de l'unité d'intervention et l'équipe spécialisée à dominante police judiciaire, découverte de charniers, enquête complexe, police technique et scientifique, lequel peuvent apporter une plus-value certaine dans les missions de maintien de la paix. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Lacroix, a également apprécié le pourcentage de personnel féminin que compte la gendarmerie. On estime à 20%, qui est un gage d'efficacité ayant fait ses preuves dans les missions, et a dit espérer que cela inspire les autres forces. Clôture de la mise en œuvre du projet pilote d'éducation équilibrée et inclusive, et ce sous l'égide du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, qui a parrainé la cérémonie de clôture de la mise en œuvre du projet pilote d'éducation équilibrée et inclusive au Palais du Peuple. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa Yabé, le conseiller technique du ministre Issa Kamil, la chef de programme de la Fondation Education Relay Foundation, Madame Amapoula Alama, ont pris part à la clôture de cette cérémonie. À noter qu'une centaine d'enseignants,
des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques et d'inspecteurs disciplinaires de la langue française, d'histoire et géographie et de sciences de la vie et de la terre ont suivi une formation de 3 jours sur le projet pilote, mais aussi les concepts de l'éducation équilibrée et inclusive, ainsi que des analyses de curricula de ces 3 matières citées donc ci-dessous à travers le prisme de l'éducation équilibrée et inclusive. À l'issue de 3 jours des travaux, les participants ont échangé et débattu en présence des formateurs de la Fondation Education Relief Foundation sur les questions relatives à l'intégration de 4 piliers dans le curricula et la pratique en classe. Dans son intervention, la chef du programme de la Fondation, Madame Amapoula, a exprimé ses remerciements pour tous les participants dans les efforts collectifs fournis ensemble durant les 3 jours de l'atelier. Madame Amada n'a pas manqué de rappeler que les travaux de l'atelier se poursuivront au mois prochain afin d'intégrer les exercices d'intégration dans le processus d'enseignement. C'est une approche, l'éducation équilibrée et inclusive. Ce qui est nouveau, c'est l'ouverture sur la communauté éducative, l'ouverture de l'établissement à la communauté éducative. Cette ouverture a déjà été amorcée grâce aux journées citoyennes et les parents s'impliquent davantage dans la gestion des établissements. Mais comme dans mon établissement spécifiquement, nous avons des élèves qui viennent de différentes communautés. L'approche va encore renforcer et rapprocher les élèves. Et ça va encore renforcer l'implication des parents dans les établissements. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette extension du programme national de solidarité famille à l'ordre du jour à Arta, une forte délégation conduite par les secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et du secrétariat d'État à la décentralisation, Mme Ifrah Ali Ahmed, M. Mohamed Issa Faraj, composé du haut cadre du ministère des Affaires sociales, de la décentralisation, de l'ADDS, l'UNFD et l'INSD se sont déplacés pour prendre part à la réunion du comité régional du programme national de solidarité famille à Arta. Il est à noter que le comité régional du PNSF, présidé par le préfet Mohamed Cheikh Hassan, composé par les députés de la région, le directeur régional de la santé et celui de l'éducation et du coordinateur du guichet social, les représentants du ministère des Affaires sociales, cet organe est chargé de la coordination de ces activités transversales et du suivi du programme. Les discussions par ailleurs concernaient les prochaines étapes quant à l'extension du programme dans les localités de cette région, la préparation du déroulement des missions de ciblage des bénéficiaires qui se déroulera dans la région du 30 de ce mois au 7 novembre prochain. De Arta Périphérie. Nous sommes aussi ici pour rencontrer le comité régional, leur informer de l'historique et du perspective de ce programme, des défis, mais aussi du rôle qu'ils auront pour l'accompagnement de ce programme. Rappelons que dans ce cadre, il y a déjà eu 2 phases qui ont été réalisées, à savoir la géolocalisation des sites et la mise en place du comité régional du PNSF. Et là, nous entamons une 3e phase qui porte sur la présentation des résultats et l'accompagnement du comité dans les processus de ciblage des bénéficiaires. Le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, s'est dit réjoui de l'extension du programme de solidarité famille et a félicité le ministère des Affaires sociales. Écoutons. Soyez conscients que nous irons sur le terrain avec vous, que nous allons vous épauler, que nous serons toujours à l'écoute de la population. Et en général, notre population est composée des gens pauvres. Il n'y a pas de pauvres et de plus pauvres. Il n'y a que des pauvres. En tout cas, nous demanderons à ce que le ministère de la Solidarité, les membres du gouvernement, nous appuient aussi sur le nombre de bénéficiaires pour la région d'Arta. À Ali Sabié, cette fois, dans le cadre de sa tournée de prise des contacts, le nouveau préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Delmigane, s'est rendu à la localité de Goubato, accompagné d'une forte délégation.
Une délégation composée du premier adjoint du préfet, Mohamed Hamad Abbas, le chef du détachement de la police nationale d'Ali Sabié, le lieutenant Ibrahim, le commandant de compagnie régionale de la gendarmerie, le lieutenant Abdillahi Ali Rayali, le président de l'annexe RPP d'Ali Sabié, accueilli très chaleureusement par le sous-préfet Mahdi Chiroua, le député Aïcha Rayad, le colonel Mohamed Jama Rayad du camp de l'école militaire des forces armées de Hol-Hol, ainsi que la population de cette localité de Goubato. Le nouveau préfet Moussa Adamigani a d'abord remercié la population de Goubato pour leur chaleureux accueil avec une aide d'honneur, puis il a évoqué dans son allocution le but de sa visite de travail. Au passage, le préfet de la région a rassuré la population qu'il ferait tout son possible pour satisfaire leurs doléances et serait toujours à l'écoute de leurs attentes et besoins. Ce dernier a visité plusieurs lieux et services publics comme le centre médical de Goubato, le forage de l'eau. Autre prise de contact, cette fois par le préfet de la région de l'unité d'Ikil, à Gar Abbous. Toujours dans le cadre de la tournée de prise de contact, le préfet de la région de l'unité, Adan Darar Moussa, s'est rendu hier à Gar Abbous, dans la circonscription de Yoboki. Le préfet de la région, Adan Darar Moussa, était accompagné de ses proches collaborateurs, de deux parlementaires de la région, Mohamed Moussa Oussa et M. Mohamed Jama Gedi Adan, du président du conseil régional Abdurrahman Younis Are, du sous-préfet de Yoboki, Adou Sanalassi Oudoum, du médecin-chef de la région, Dr Hamad Ali Roufa, ainsi que du chef du bureau régional de l'éducation, Warsama Omar Warsama. Le préfet de la région de l'unité et sa délégation ont eu en premier à visiter le poste de santé de cette localité où le médecin-chef de la région a brièvement présenté l'état et le fonctionnement de cette structure sanitaire. Ensuite, le préfet de la région de Dikil et sa délégation se sont rendus dans l'école primaire de Gar Abbous qui a subi des dégâts importants lors des dernières intempéries qui se sont abattues sur la région. En marge de cette visite, le préfet de la région de l'unité, Adan Darar Moussa, a eu un entretien avec les différentes couches de la société civile, à savoir chefs coutumiers, ulémas, femmes jeunes de la localité qui lui ont fait part des lacunes et des difficultés persistantes dans leur zone et formulé des doléances dans le domaine de l'alimentation, de l'eau, de la santé et de l'éducation. Le préfet donc a répondu et dans son intervention, il a mis en exergue que les chefs coutumiers doivent consolider la cohésion sociale et la sécurité. Ensuite, il a assuré les participants de faire le nécessaire pour soumettre leurs doléances aux responsables et également aux membres du gouvernement. Les chefs coutumiers ont de leur côté félicité le nouveau préfet pour sa nomination à la tête de la région de l'unité. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Sommet de Qingdao, la Chine entend attirer davantage de multinationales. La ville côtière de Qingdao a organisé son tout premier sommet de multinationales. Dialogue, coopération et accord gagnant-gagnant était au cœur de cet événement qui se tiendra désormais tous les ans. Explication. Les multinationales ont commencé à investir massivement en Chine il y a près de 4 décennies. Fin 2018, ce sont plus de 950 000 entreprises à capitaux étrangers qui ont été créées dans le pays, entraînant des investissements étrangers de 1,8 billion d'euros. La Chine est donc l'un des pays qui accueille le plus de multinationales au monde. Ce n'est pas suffisant pour Pékin qui a entamé une nouvelle phase d'ouverture pour attirer encore plus d'investisseurs. 12 clandestins vivant dans un camion frigorifique en Belgique. La police fédérale belge a découvert 12 hommes dans un camion frigorifique. C'est le chauffeur du véhicule qui a prévenu la police après avoir constaté que sa remorque avait été fracturée. Les détails dans cette séquence. La police fédérale belge a découvert 12 hommes dans un camion frigorifique. Parmi ces 12 migrants clandestins, un Syrien et un Soudanais. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Anvers pour savoir si ces hommes sont montés à bord sur le territoire belge. Le contrôle a été mené sur une aire de l'autoroute reliant Anvers à Eindhoven aux Pays-Bas. Les chauffeurs routiers de cette aire de repos se disent impuissants à essayer d'arrêter ces migrants qui tentent de monter à bord de leur camion. La Belgique est une voie de passage très empruntée par les migrants et les réseaux de trafiquants qui cherchent à tirer profit de sa proximité avec le Royaume-Uni.
Un conteneur frigorifique dans lequel ont été découverts les 39 migrants morts le 23 octobre à l'est de Londres avait été chargé à une dizaine d'heures plus tôt au port de Zeebrugge, en Belgique. Le week-end dernier, les autorités belges avaient déjà découvert 20 migrants cachés dans 2 camions en Belgique, tous sains et saufs, et la France dans un camion frigorifique à Calais. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.